Bonjour à tous. Bonjour Mickaël, Bonjour bonjour à Alexandre. tous. Alors, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec Yannick Peterschmidt, qui est à Waldorf. On a fait un petit podcast, alors là, c'était en anglais, sur la finance au cœur du cloud. Très intéressant. Et l'idée est venue aussi de parler de sujets qui intéressent, donc de lancer une série de podcasts. Et on a évoqué trois sujets qui sont importants à la fois pour SAP, hein, parce que si on fait des podcasts, c'est pour aussi toucher un large public et communiquer aussi sur des choses qui peuvent intéresser alors, la francophonie, hein, parce que ce n'est pas que la France. Mm. Donc, on a identifié trois sujets, hein, au-delà du fait que ça peut être rassembleur, mais aussi des vrais sujets sur des problématiques métiers, à la fois d'un DSI, d'un DAF ou des personnes qui sont tout simplement consultants. Hein. Donc, on a isolé l'IA, hein, Joule, mais pas que. Hein, c'est de se dire l'IA dans nos métiers, on l'avait déjà évoqué hein, dans les derniers points. Comment moi je travaille au quotidien avec l'IA, comment je suis demandé un refinement à mon code ABAP lorsque j'ai un état à faire et je l'ai encore utilisé ce matin pour faire un état super rapide, hein, ça prend pas longtemps, ça donne des résultats très intéressants. La BTP, pareil, hein, c'est de se dire on est sur du cloud first, on est sur du fit to standard, donc on se pose la question de se dire je peux embarquer une solution totalement standard et d'utiliser la BTP. Mais aujourd'hui, voilà, qui peut vraiment parler de la BTP? Si on regarde, on a beaucoup de sujets qui sont anglophones. Mais la BTP, par des Français, par des Canadiens qui s'y connaissent. Alors j'avais un super invité qui pouvait en parler. Il m'a dit, Mickaël, ça fait 5 ans que je ne parle plus français, donc c'est trop compliqué de faire un live sur la BTP. Et si j'ai là au sein de KPC, on a des personnes qui travaillent sur la BTP, mais qui ne sont pas des consultants purs, Mm. ils ne le sont même pas. Donc voilà, c'est aussi un axe aussi, hein, de se dire la BTP, on peut être quelqu'un qui n'a pas déjà une fibre première sur SAP. Donc il y a des opportunités, hein, pareil, hein, si on en parle, c'est qu'il y a des opportunités. C'est aussi que, on en parlera avec Pierre Coll, hein, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a des gens qui parlent facilement de la BTP, de SAP Build, du Clean Core donc ça aussi, on en parle, mais est-ce qu'il y a des vrais sachants qui communiquent Pas tant que ça. On l'a évoqué, hein, quand on voit encore des publications sur des écrans de CC sur du GUI, on se dit, waouh, quand même. Et le dernier sujet, c'est intégration avec IWM. Mm. Donc les modules complètement revisités. IWM, on a aussi TM. Hein. Aujourd'hui, un TM est complètement différent, Transport Management complètement différent sur de l'ECC, on est sur du GUI. Et sur la solution en mode Fiori, on n'a plus du tout de lien avec le GUI. Donc pareil, hein, aujourd'hui, de dire qu'il y a des purs spécialistes sur TM, il y en a un dans chaque ESN. C'est plutôt rassurant pour les clients, mais il y en a des fois qu'un. Donc, ce qui fait que quand on est seul et qu'on ne fait pas que du TM, je vais parler pour mon cas, hein, je fais du TM, j'interviens sur plusieurs comptes, il faut mieux pas que je sois malade ou en vacances. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a le premier sujet de IA, finance, BTP et tout ce qui est advanced là, sur IWM et d'autres nouvelles solutions. Dans notre cas, effectivement, on a un poste d'architecte qui est à pourvoir chez un client final, S/4HANA, et le sujet de BTP est au cœur pour ça. Architecte avec une problématique d'intégration qui est là-dessus. La question qui est posée, au-delà du faible nombre de ressources sur le marché qui est disponible, ça là-dessus, c'est comment, quand on est consultant fonctionnel ou technico-fonctionnel, on peut se sensibiliser, on peut monter en compétence dessus, parce qu'il y a le quotidien, ça prend déjà toute la journée et il faut avoir la chance ou d'être à proximité de ce projet, d'y aller. C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, le marché est en train de muter, avec quelque chose un discours qu'on tenait pas auparavant, Mickaël et moi, c'est que
S/4HANA n'était pas absolument un prérequis pour certains postes. C'était un plus pour ça. Et aujourd'hui, 90% des postes qui nous sont confiés, nos clients veulent un ou plusieurs retours d'expérience sur S/4HANA. Donc il y a des wagons qui sont à prendre. Le wagon S4, le wagon BTP qui est récent. Là, effectivement, je te tends une perche. Comment les personnes, quand elles sont en ESN ou en interne, peuvent se l'approprier. D'autant plus que c'est transverse, c'est généraliste, et c'est pas une expertise, et c'est quelque chose qui est du domaine de l'architecture, et qui change du domaine fonctionnel. Alors, on sait tous, dans nos journées, elles sont bien remplies, moi y compris, mais à un moment, c'est de se dire, je dois dégager. C'est pas comment, j'ai mon agenda, je sais comment il est rempli. Alors, j'ai déjà évoqué, hein, moi je déjeune pas le midi, donc déjà ça se passe, je me lève tôt et je me couche tard. C'est comme tout, il faut se dire une petite routine tous les jours, je fais 1 heure. Alors, soit vous commencez par lire des blogs, mais pour moi, lire un blog, ça ne suffit pas. Lire un livre, ça ne suffit pas. Je connais rien à IWM, je connais rien à TM. Déjà, première chose, toute ESN doit avoir un environnement bac à sable sur du cloud public, sur du cloud privé. Priorité. Après, soit elle. Ce qui arrive aussi, hein, les intercontrats, quand tu as un intercontrat, tu ne te laisses pas le choix à ton consultant. Tu dis, ok, tu vas te manger tous les scope items et tu les déroules. Après, tu essayes de les appliquer. Si demain, toi, tu es face à un client, il doit migrer sur une solution IWM, TM. Tu te mets dans ça. Tu dis, tiens, tu demandes, si tu prends des grosses ESN, elles ont forcément des projets sur du S4, elles ont forcément des clients sur du ECC. Et demain, tu dis, tiens, je dois migrer la solution qu'ils ont aujourd'hui. Moi, je prends une cas de figure, hein, j'ai Panzani, j'ai fait du transport avec la VT01N. Je me dis, tiens, demain, je dois la basculer sur du TM, IWM. Comment je ferais ça voilà, comme on peut faire, on l'a tous fait quand on était dans des écoles où on nous a challengé sur faire des micro-projets. Voilà, j'essaye de faire un déploiement. Je vais dans le CBC, je regarde les points de paramétrage. Si je n'ai pas le CBC, je vais dans le SPRO, parce que beaucoup d'entreprises vont utiliser S4 avec le SPRO. Et je commence à m'approprier. Et il n'y a pas le choix. C'est pas juste quand vous allez, je ne sais pas, si vous avez demandé à changer de poste ou aller sur un projet S4, je maîtrise parfaitement TM, mais ancienne version. Mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle. Hein. Donc, le client, il ne va pas accepter que tu t'auto-formes pendant le projet. C'est logique. Non, ça n'achète plus, ça. C'est fini, ça. Donc, et tu ne peux pas non plus le vendre. Le client, il va regarder aussi ton CV. Il va dire, mais attends, Coco, tu essayes là de me vendre quelqu'un qui tu vends sur le papier, il a 20 ans sur TM. Mais il n'a pas 20 ans sur TM Fiori, quoi. TMS Fiori. Il a fait 20 ans de WM. Ouais, mais WM, c'est pas la même chose. Et on pourrait le répliquer partout pareil. Donc, à un moment, les freelances, pareil aussi, il faut qu'ils accèdent à un environnement. Donc, aujourd'hui, il y a le Learning Hub. C'est bien, mais c'est du bachotage. En dessous, c'est d'avoir accès à un environnement bac à sable et de s'auto-former. Hein. Moi, c'est ce que je fais avec l'association. Hein. Je dis aux gens, voilà, vous avez les scope items, vous voulez bouffer. On se fait un plan, on l'a évoqué une fois, dans l'IA. Je dis, voilà, 2 heures, tu as 3 heures par jour. Je te donne tous les scope items et on se fait un plan et tu dis, voilà, cette semaine, tu vas faire 3 scope items. Et on a un groupe WhatsApp et on échange. Je dis, je suis bloqué, tiens, j'arrive pas à créer un article UWM ou j'ai pas ma tâche qui a été créée. Et ça, vous le faites partout. Enfin, après, je sais que le marché sur donner du temps gratuitement sur SAP, c'est quelque chose, c'est un mirage aux alouettes. Mais dégager du temps. De toute façon, c'est comme tout. Hein. Soit vous avez le temps et vous avez un prof qui vous apprend. Là, c'est génial. Et les bons, ils sont hyper sollicités. Moi, aujourd'hui, si je disais chez KPC, Mickaël, est-ce que tu peux dégager du temps pour former les juniors? Ma réponse, ça serait non. Moi, je suis déjà staffé à 140%. Mais ce que tu encourages, c'est si je comprends bien, soit tu es salarié effectivement d'un client final dans un centre de compétences SAP, il y a un environnement existant qui n'a peut-être pas vocation à bouger dans les 3, 6 ou 18 mois qui arrivent pour plein de raisons. Ça serait de simuler sa migration vers S4 en utilisant un ChatGPT, un Gemini ou n'importe quoi qui y a là-dessus, en se disant voilà, on va jouer à analyser les gaps en mettant effectivement différentes données. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on faisait une migration
à mon niveau, moi en tant que responsable d'un domaine fonctionnel, vers S4 et de jouer, de s'entraîner avec l'IA en sous forme de sparring partner en disant: «Voilà, challenge-moi, si je sais pas ci, je sais pas ça, où est-ce que je vais chercher l'information?» et en le mixant avec le learning apps. Ça serait aussi un moyen de pouvoir, déjà se sensibiliser sans avoir un bac à sable parce que parfois en interne, il n'y a pas de bac à sable S4. Il y est pas déjà, pour commencer. Ouais, mais avec le Learning Hub, vous avez aussi des accès trial. Donc voilà, pour Mmh, 1500 $, ça serait dommage de s'en priver. Enfin, après, en plus, vous pouvez même passer des certifs avec ça. Donc, mmh, même principe, hein. Moi, je fais l'exercice. Là, je suis en train de remettre à jour mes docs qui ont 20 ans. Excellent, j'ai mis des Z1 et les SD25, tous les reports spécifiques. J'ai demandé à l'IA, je dis, bah, demain, si je dois faire du fit to standard, mmh, j'y fous le programme en ABAP et il me dit, voilà, tu vas être petit. Alors, il y a quelques, et parce que je connais les programmes, et je dis, ah ouais, mais il est capable quand même déjà de te pré-mâcher. Donc là, tu te dis, ok, donc je vois les apps. Et donc voilà, on peut se dire, bah tiens, c'est un entraînement, c'est comme tout, c'est les Jeux Olympiques, c'est S4. Bah, tu t'entraînes pas 2 jours avant mmh, les Jeux Olympiques, tu mmh, t'entraînes 4 ans avant. mmh. Donc là, tu dis au pire 2030, 2025. Voilà, tu te dis, bon, le scope, c'est maintenant, là, c'est maintenant que je dois m'entraîner. Et comme ça, bah, au pire, quand toute la vague va passer à 2030 sur tous les gens qui sont embarqués au CC, qui n'auront plus le choix parce que SAP leur dit, bah, il n'y a plus de maintenance, bah, vous serez opérationnel. C'est pas perdu. Les entreprises vont passer sur S4. Après, c'est juste le quand. Mais si après la case mandatory qui vous dit tous que vous soyez expert ou débutant, c'est que vous ayez fait un ou plusieurs projets, et à défaut, si vous n'avez pas fait de projet, bah, vous êtes entraîné et vous êtes capable d'avoir communiqué et vous dites, ouais, moi j'ai déroulé, ça fait 2 ans que je m'entraîne sur un bac à sable, Mmh. vous avez une certaine forme de légitimité. Vous avez de la légitimité, mais pas juste lire, faire. C'est toujours entre le savoir-faire et juste le savoir. Ouais. J'ouvre une parenthèse parce que notamment sur l'utilisation de l'IA, au quotidien, nous en tant que recruteurs, on l'utilise depuis 1 an, et il y a eu un effet qui était intéressant effectivement, c'est que la productivité a augmenté, la recherche d'informations est plus rapide, la formalisation effectivement des informations sont là. Mais il y a un truc qui était intéressant, c'est qu'à force de l'utiliser, au quotidien ou autre, il y a une mémorisation qui se déprécie et qui est là-dessus. Un exemple, moi, c'est une IA qui fait mes briefs, clients et qui les formalise pour ça. Mais ma capacité mémorielle à présenter le brief oralement est plus faible qu'auparavant. Parce que justement, je les écrivais à la main, ça prenait du temps, il y avait un travail comme un pianiste, dessus. Donc, ça, c'est au bout d'1 an et je pense qu'effectivement, il faut se l'approprier, mais il faut quand même faire taper dans le dur, c'est-à-dire le faire, et pas chercher à faire du volume, mais à utiliser l'IA, avec quand même avec parcimonie, parce que moi, en tant que recruteur, les consultants sont face à des pas des entretiens et en entretien, il faut percuter, il faut voilà, c'est là-dessus. Être auto-assisté effectivement par une IA en permanence, justement parce que c'est un super dictionnaire qui est là. Attention, c'est aussi prendre le risque parce que le jour où il y aura des entretiens, il n'y aura pas d'IA, à côté pour ça. Si on compare, alors je vais être stéréotypé, mais des consultants, français ou européens et des consultants, indiens, leur capacité effectivement de mémorisation de toutes les transactions, ils l'ont et donc ils sortent, tac au tac, pour ça, parce que c'est leur école, ils ont appris comme ça. Alors qu'en France, effectivement, on va plutôt, chercher à présenter ces capacités d'analyse, de préconisation ou autre derrière et puis après on va fouiller dans les bases de données pour retrouver les bonnes transactions, derrière. Attention parce qu'effectivement, ça c'est un sujet, il y aura un mix à trouver entre, la connaissance que notre cerveau peut accumuler et l'adjoint effectivement de l'IA à côté, qui risque en entretien, de devenir préjudiciable. Bon, Ouais. je referme la parenthèse, mais ça commence à se voir, des consultants qui percutent de moins en moins en entretien parce qu'ils sont assistés. Mais ça marche, sur le terrain, ils sont opérationnels. Par contre, l'entretien, il faut le réussir. Bah, je pense que ça vient toujours la même chose que, alors, on a toujours eu ça, entre je fais les calculs à la main et je demande à la calculette. À la fin, Oui. c'est calculé. Je lis un livre et je me dis, bah non, je vais plutôt maintenant juste lire en gros la préface ou je vais lire. Mmh, Et en gros, après, on perd le sens même du livre. C'est-à-dire que demande à l'IA, peux-tu me résumer tel livre? Bah, mmh, il va synthétiser. Moi, demain, je lui passe une doc de 150 pages. À chaque fois, il me le résume en 7. Je dis, ouais, mais entre 150 et 7, il y a des perditions. Donc, ça va être ça. C'est-à-dire que nous aussi, au même titre que l'IA fait du super résumé,
bah, votre cerveau, bah, c'est un muscle, hein, donc tu l'entraînes pas, bah, Mm. à un moment aussi, c'est demain, pareil. T'as l'IA qui marche pas. Comment tu fais? Ah, tu la passes au client, tu dis, ah ben, mais d'habitude, moi je tape un prompt et il me donne la réponse. Mm. Ouais. Donc, Non, non, il faut toujours faire. L'IA doit rester une aide pour vous. C'est pas forcément votre. Bah, c'est pas elle qui va faire votre boulot, quoi. Sinon, demain, on dit, bah, toi, j'ai plus besoin de toi comme consultant, quoi. Donc, sachez l'utiliser avec parcimonie. Pas, si vous en avez tout le temps recours, bah, ça sera toujours préjudiciable, non pas pour l'entreprise, mais pour vous. C'est-à-dire que vous ne serez plus du tout autonome. ça, et justement, qu'est-ce que tu penses de la pub, effectivement, pas la pub, la communication que fait l'éditeur sur LinkedIn et ailleurs, sur justement ces nouvelles solutions d'IA qui sont dans le cloud, et toutes les évolutions et tous nouveaux produits qui vont être mis en service. Bah, je pense que derrière, c'est toujours le leitmotiv qui est toujours véhiculé, c'est de se dire, ah, laissez l'IA faire les tâches répétitives pour vous concentrer sur l'essentiel. Joule, c'est ce qu'ils vendent, c'est ah, pourquoi créer des commandes d'achat, des demandes d'achat, le MRP live et tout, à la fin, c'est juste à demander l'IA, peux-tu me faire ça? Ouais, enfin, pour l'instant, elle débute, elle sera capable de le faire, mais c'est de se dire, oui, mais si demain l'IA fait tout, bah, moi, je vais tendance à dire, bon, bah, j'ai plus besoin de personne. Mm. Donc, je peux comprendre le discours de l'éditeur qui va dire, bah, passez sur la solution cloud public, c'est génial, vous allez réduire par 2 le nombre de personnes qui sont dans un service logistique. Donc, vous allez nécessairement faire un gain sur ce qui coûte le plus cher, hein, l'humain. Mm. C'est attention. Certaines entreprises ont tout misé là-dessus. Il y a certains domaines où la relation humaine, c'est ce qui fonde quand même la puissance de vente. Donc, si, comme tu l'as évoqué, si à la fin on laisse tout le temps toute la machine, je connais même plus moi-même mes processus dans mon entreprise. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi ça. C'est alors pas tout faire en manuel, mais c'est important de connaître le fonctionnement de son système d'information pour dire ah bah tiens là il a fait une erreur. On détecte plus facilement les erreurs quand on connaît. Si on laisse la machine décider de tout pour vous, il y a on n'est pas Terminator et la machine ne va pas se rebeller contre nous, mais voilà, faites attention. C'est un langage à la fois de prudence, mais aussi bah, il faut savoir évoluer avec son temps. On ne va pas dire on ne vit plus avec des bougies. Heureusement que l'électricité est là, mais il faut toujours faire la part des choses. Mm. Et voilà. Et deuxième temps, alors ça c'est moi je suis utilisateur effectivement d'outils logiciels à qui on nous a mis des chatbots avec des IA. Auparavant, effectivement, il y avait des questions-réponses assez simples, et maintenant on converse avec un bot. J'en suis arrivé à créer un raccourci sur mon clavier /HU qui veut dire human, c'est-à-dire, je veux parler à un humain pour ça. Parce qu'au bout de 2 allers-retours avec, soit ça répond à juste, tant mieux, c'est vrai que ça marche 80 du cas, mais dans pas mal de fois, ça répond à côté, ça saoule. Et donc le moyen effectivement de bypasser, l'IA, c'est effectivement de d'écrire: «Je veux parler à un humain», dessus. Alors parfois, il faut le dire 2 fois et après il passe à un agent, qui est dessus. Il y a aussi un effet de bord, c'est-à-dire qu'effectivement, on se dit: «Ah, c'est génial» au début, puis après on se dit: «Oh, oh, bof, bof, bof», et que finalement, tous ces centres de TMA ou TME ou autres, ceux qui se sont dit: «Bah, je vais mettre un premier filtre avec des IA», je suis pas il faudra être pareil, c'est avec parcimonie. Il se peut que certains se disent: «Ah bah, la relation, par rapport à mon TMiste, c'est plus la même». Soit Hum. avant, c'était, bah, j'écris 3 lignes et c'était suffisant, parce que là, l'IA a posé question en plus. Donc enfin, pour formaliser le truc et après proposer une première réponse qui parfois est un peu tartiné en plus, qui est un peu long, il faut tout se tartiner, dedans, et pour à la fin me dire: «Je veux parler à un humain parce que là ça me saoule». Ça répond pas à moi, ça répond pas à mon besoin. Donc finalement là, moi qui effectivement qui me disait: «Ah, il y a un vrai risque de réduire de moitié, les tickets, de support». Finalement, les TMistes qui vont se dire: «Bah non, moi je vous mets, un peu d'IA, mais beaucoup plus d'humains, derrière», vont peut-être renverser la vapeur et là-dessus. Et d'où le fait qu'effectivement cette gradation, du support où les tickets, peu intéressants, soient éliminés, d'office. Il se peut que ça rende attractif des centres de support avec des très bons consultants experts, sur des sujets et pas des tickets, mais des mini projets super intéressants, quoi. Bah, c'est toujours
moi, fait de la TMA et quand on a commencé, alors l'internationalisation, alors on n'était pas encore sur de l'IA, ou quand tu avais le pauvre magasinier qui ouvrait un ticket, on dit, j'ai l'impression qu'il a fait 3 fois le tour de la Terre pour tout compte fait, un problème qui aurait pris 2 minutes en m'appelant. Mm. Voilà, c'est ça des fois le problème, c'est de se dire, bah, tu vas passer, tu prends une entreprise qui ne fait pas du SAP, qui a un gros helpdesk, il va mettre, on va prendre ServiceNow, Mm. il va mettre Joule, il va essayer déjà de qualifier pour dire, ah, est-ce que c'est du SAP, est-ce que c'est une interface, et déjà, bah, il peut se tromper. Donc déjà, le ticket va peut-être partir chez, je ne sais pas, une équipe qui se trouve, je ne sais pas, au Mexique. Mm. Le Mexique, bah, il ne va pas regarder tout de suite parce que il a déjà plein dans sa manette. Il va s'en rendre compte que c'est là. Il va renvoyer après à une autre personne. L'IA va peut-être retraiter. Voilà. Des fois, l'humain a cette chose-là. Il va dire, bah oui, c'est le magasinier, il est juste à côté. Mais on l'a dit au magasinier, tu appelles plus maintenant, Michael. Mm. Tu dois passer par la base du ticket. À la fin, je ne sais pas si c'est vraiment économique, mais on te dira toujours, ouais, mais un Mexicain, il coûtera toujours moins cher qu'un Français. Oui, alors ça, c'est effectivement du côté, facture, mais du côté perception, prix, réactivité ou autre, moi, je suis tout confiant. Je pense que ça va rehausser le niveau des consultants, enfin des besoins qui vont arriver côté consultant, qui seront effectivement parfois mieux analyser les besoins grâce à l'IA pour ça. Mais là où je me suis posé à un moment, quand c'est arrivé, on s'est dit: «Bah, ça y est, un key user, il va savoir faire du paramétrage et coder en ABAP». Voilà, sur le principe, il demande à Joule, il est pas loin. Enfin, Joule va sortir quelque chose, si tant est qu'il est autorisé, à le faire. Donc il y a eu une frousse en se disant: «Bah, voilà, on va changer de position, l'échelle de valeur entre l'interne et le prestataire pour ça». Bon, aujourd'hui, on le sait, nous, avec nos clients, qu'on n'y est pas encore, hein. Là-dessus, il y a encore un peu de marge. Après, on ne sait pas ce que peut faire l'IA, si elle devient multicanal, si elle peut parler, si elle peut voir, si elle peut percevoir des choses qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et ça rejoint effectivement ce que tu disais sur la partie IA, la partie BTP. Mais s'il y avait un ou deux, ouais, pas formation, mais sujet qu'il faut creuser dans les 6 premiers mois, enfin, prochains mois, pardon, tu dirais quoi, toi? Même pour ma gouverne, hein. Là, moi, je sais que, est-ce que, je prends, moi, je fais quand même pas mal de pre-sales. Ça, c'est quelque chose que l'IA ne pourra pas faire. C'est-à-dire que tu es on the fly avec Mmh. ton client qui est en face, qui a une problématique métier. Tu vois, déjà que les gens voilà, sachent aussi, et là, tu enlèves tout l'IA, pof, et là, c'est de se dire aujourd'hui, dans les 6 mois, est-ce que vous êtes en mesure, alors plus pour des gens qui sont soit seniors ou experts, hein, de dire je suis capable de faire une avant-vente sans aucune aide, quel qu'il soit, et de faire un effet waouh pour dire à un client c'est le moment de passer de votre OCC qui est peut-être à 80% standard, mais avec 20% spécifique, ou voilà, une solution OCC, de dire est-ce qu'on peut être capable de migrer sur le cloud public notamment, de faire cet exercice-là. Je pense que ça aussi, c'est pour pouvoir en fait qu'on ait un effet domino sur S4, parce qu'aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, c'est un peu grippé. Bah, de dire à un client d'avoir cet effet-là, de les rassurer, parce que c'est le mot qui est important, de les rassurer sur de la pérennité, de passer sur une solution peut-être spécifique ou avec du GUI sur une solution qui est sur du full cloud, Mmh. étant 100% standard, de se prêter à l'exercice. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable moi, alors c'est très simple, hein, on reçoit des demandes des clients où ils nous disent bah, tiens, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On a reçu là, je ne vais pas citer le nom du client, une liste à l'après-vert où il dit voilà, moi, avant même de prendre une décision, est-ce que vous êtes capable de monter une démo ça aussi, hein. Les démos, c'est super important maintenant. C'est quelque chose d'humain, de chaleureux, de contextualisé. Et je pense que de toute façon, ça aussi, sur le cloud public, demain, ça sera 100% des clients. Alors, ça Mmh. se fait déjà, hein, mais je trouvais moins pertinent sur de l'ECC. Tu vois, c'était le cloud public, c'est que tu sais que tu vas pouvoir présenter que quelque chose de standard. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu as une approche vraiment fit. Donc ça, si j'avais dans les 6 mois, j'aimerais que tout le monde s'y prête. Et aussi,
la question aussi que je me pose, on l'a évoqué, quelle est la prépondérance, attention, de l'acheteur dans le choix d'une solution S4? Parce que pragmatiquement, l'acheteur il va toujours regarder le moins cher, mais pour toujours, le moins cher n'est pas toujours le mieux. On vend aussi un service, c'est-à-dire des gens compétents qui vont implémenter, qui connaissent la méthode Activate, qui sont capables de parler honnêtement à un client, d'être disponible, de dire ah bah ouais ok, Michael, je le connais, je vois ses posts, il a fait déjà 7 projets sur S4, il fait du cloud public, il est légitime et il va être capable de m'accompagner. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on dit bah, le consultant, bah, il ne code plus, il fait très peu de paramétrage, donc le consultant d'aujourd'hui, encore plus de demain, c'est un consultant qui est capable, et là, il n'y a pas besoin d'IA, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de percuter super vite, d'avoir, alors pas forcément, alors si, d'avoir la réponse tout de suite, de dire ah ouais, je sais, on va essayer de faire ça, 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 ça. Et là c'est un côté rassurant, c'est ah ok, c'est pas juste un commercial qui me pousse une solution. Donc moi, voilà, moi c'est, dites-vous là, dans l'année qui vient, préparez-vous de cette façon-là. Est-ce que je suis capable de faire un avant-vente, même un consultant junior, hein, c'est de se dire, ah, bah, est-ce que je suis capable de prendre n'importe quel sujet comme ça, je prends sur un blog et de me dire, tiens, si demain, j'étais face à un client, comment, en 30 minutes, je suis capable de le bluffer, de lui dire, ouais, ah ok, donc il cerne bien ça, parce que ça va être ça, hein, le sujet de demain, c'est méthode Activate, vous êtes en atelier, et de faire du gap analysis, mais surtout de dire, je vais être sur du fit, dire au client, ok, tout ça, on peut le faire en standard, et de se dire, bah, et là, on enchaîne avec la BTP, et là, vous avez vos équipes BTP qui sont capables de faire le SP, et là, vous avez quelque chose qui va en plus plaire à la fois au client, et qui va plaire à SAP. Et ça, et d'autant plus que, compte tenu que les projets en cours mettent du temps à démarrer, concrètement, effectivement, on peut dire qu'une partie est grippée pour de multiples raisons. Les capacités commerciales entre guillemets de convaincre effectivement un interlocuteur qu'il faut aller effectivement vers telle ou telle solution, ou la posture conseil, je vous donne un conseil, vous en faites ce que vous voulez, derrière, fait que beaucoup de SN, même en interne, il y a des challenges qui sont à prendre et aller chercher effectivement des projets, aller chercher effectivement rajouter des évolutions, les suivre, les relancer derrière ou autres, vont devenir des compétences que les consultants, pour la bonne partie, ont moins. C'est le cas aussi pour les freelances. Il y a un certain nombre qui effectivement sont disponibles sur le marché, que l'on sait. Ils sont en compétition les uns les autres. Cette capacité effectivement à se former, à faire des simulations, à démontrer le ROI entre guillemets effectivement qu'il peut y avoir derrière, il ne s'agit pas de chiffrer ou autre dessus, les avantages que ça peut avoir, les effets de bord qu'il peut y avoir en toute transparence ou autre derrière, et pas simplement répondre oui je sais faire. Ça c'est quelque chose qui est nouveau, qui est dans un contexte économique, politique ou de budget aussi derrière, fait que il faudra quitter cette posture uniquement je vais réaliser ce que vous voulez monsieur le client, à OK, je sais le faire, mais on peut imaginer ça, ça et ça. Est-ce que ça pourrait effectivement être un plus, un moins? Mais au moins planter des graines effectivement chez les interlocuteurs en se disant, il y a un potentiel d'affaires, de business qui est à rajouter ou de mission pour les freelances aussi, et pas qu'ils restent juste dans une posture passive. Toi, vous l'encouragez, vous, chez KPC, ça, effectivement, d'aller effectivement, de pas laisser passer le coche effectivement d'opportunités? Nous, de toute façon, sur toutes les avant-ventes, moi j'interviens. Donc c'est relativement simple. C'est vraiment d'avoir le discours. Moi, je suis assez direct avec les clients. Voilà, je travaille dans l'industrie, le retail, l'aéronautique. Donc j'ai un discours qui est vrai et c'est de rassurer, c'est de se dire aujourd'hui, c'est pas juste vous dire oui, ça fonctionne et de dire bah, limite, va voir sur le blog, tu vas voir, il y en a un qui en a parlé. Non, c'est du concret. Le client a besoin de dire concrètement, tu vas me faire mon implémentation. Bah, si tu fais mon implémentation, bah, tu es capable de me montrer là tout de suite. Je ne te demande pas forcément de faire exactement le flux, mais de me dire, bah, c'est bien gentil, mais voilà, c'est le vrai commercial, mais le vrai commercial qui connaît, pas juste celui qui te vend. Aujourd'hui, c'est le commercial qui est capable de te réparer comme un concessionnaire de véhicules automobiles. C'est pas juste dire, oui, bah, vous regardez la plaquette, c'est marqué dans la plaquette. Non.
Hmm. C'est on va essayer la voiture ensemble. Tiens, vous pouvez me parler des options. Bah tiens, et voilà. Et je pense que ça, c'est super important et d'autant plus vrai sur le cloud public. On va être sur des, des PME. La PME, c'est pas la multinationale, c'est pas du tout le même public. Elle, la PME, elle risque sa peau si elle se plante sur le projet S4. Hmm. Voilà. Donc, c'est une part quand même super importante de son chiffre d'affaires. Donc, c'est bien plus un investissement que peut faire un Total Fina ou un Airbus. On n'est pas sur la même échelle. Eux, ils sont habitués, ils ont les équipes pour. Demain, sur une PME, tu sollicites tes key users, tu sollicites les gens là. Et c'est vraiment éprouvant. Donc, c'est d'autant plus important de se dire, voilà, rassurez-vous, on est là, on vous accompagne. Ça, c'est le discours. Et après, te dire, oui, mais dans la solution, moi, est-ce que j'y trouve mon compte? Hmm. Le dernier sondage qu'on a fait effectivement sur nos 18 000 profils SAP qu'on a en base, les résultats commencent à arriver. On leur a posé la question s'ils ont été formés, s'ils ont fait un ou plusieurs projets S4. La surprise, c'est qu'on est quasiment plus de 60%, 70% qui ont vu S4 de près ou de loin. Alors, il y a une partie non significative qui a déjà fait plusieurs projets S4 qui sont essentiellement en ESN, et ça, c'est un vrai plus, ils sont autonomes. Certains ont fait un seul projet S4, ce sont ceux qui sont en interne et le projet est en cours ou à se terminer. Et d'autres, effectivement, ont été formés, certifiés, n'ont pas démarré le projet parce qu'effectivement, il est ajourné ou c'est plus tard. Il y a quand même et je voulais savoir ton avis, un train à prendre donc, qui arrive pour ça. Certes, il y aura encore une base installée ECC un certain nombre d'années, mais il y a quand même un sujet de se dire est-ce que je quitte mon poste parce que dans ma boîte, il n'y a pas de projet S4 d'ici 2 ans. Toi, tu conseillerais quoi? Bien sûr. De toute façon, il y a des gens qui aiment bien rester dans leur précaré, mais c'est comme tout. C'est soit vous dites, je saisis l'opportunité, mais c'est aussi, il faut avoir aussi l'état d'esprit, c'est de te dire, bah, ok, si on prend, hein, tu vois, on l'a évoqué, je suis en province, ça fait 10 ans que je suis chez mon client. J'ai mes enfants qui sont à l'école, j'ai ma femme qui est Mmh. à côté. Et pourquoi je vais m'amuser à sortir de ce petit confort? Bah, peut-être, Coco, qu'à un moment, quand le coup de prêt va tomber et que ton entreprise n'aura pas fait les investissements nécessaires, tu dis, ah, mais là, je suis peut-être trop vieux, je vais je serai en position de faiblesse. Il faut toujours plutôt être en position de force et de se dire, bah, les opportunités, soit on les saisit, et de se dire aussi, bah, sauf si vous êtes quand même en plein milieu de la Creuse, et là, c'est peut-être plus compliqué, il y a, et je dénigre pas, hein, mais Mmh. c'est de dire, je sais que c'est un projet familial, hein, surtout quand vous avez des enfants, vous avez voilà, une famille, c'est compliqué de se dire, ouais, mais je ne saisis pas l'opportunité. Mais si vous ne la saisissez pas, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plans sociaux et ceux qui s'en tirent toujours le mieux, bah, c'est ceux qui ont anticipé. Donc, Mmh. le mot, c'est d'anticiper, c'est de se dire, bah, voilà, c'est aussi un sentiment qui est personnel. Il faut aussi sentir le vent, mais aussi se donner un coup de pied aussi au derrière pour se dire, est-ce que moi aussi, dans ma vie, j'ai besoin d'avoir un petit challenge? C'est pas un mal de quitter une entreprise, hein. On n'est plus à l'époque de papa et maman. On passait 25 ans dans une entreprise. On n'avait pas le même relationnel. Aujourd'hui, si on fait, voilà, vous voyez toujours ça dans une marge de progression. Est-ce que vous avez l'impression de végéter? Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre des choses? Si vous avez passé 10 ans sur de l'ECC à faire de la TMA, je suis pas sûr que vous apprenez encore beaucoup de choses, hein. Donc, Bah, moi, je vais dire, Mickaël est un peu plus radical que ça. C'est qu'il y a des PSE qui sont en province actuelle, on les connaît, dans lesquels il y a des équipes techniques, par exemple, qui ont fait de la BAP maison pendant 15 ans, hein, et qui connaissent que leur environnement de travail. Ces dossiers-là, quand effectivement ils sont à l'écoute du marché, ils sont bientôt disponibles, ils passent pas, hein. Ils sont pas retenus parce qu'ils n'ont connu que leur propre environnement. Et résultat, ils sont sur la web transactionnelle à l'ancienne. Ça, je dénigre pas leurs compétences, elle est intéressante, il y a encore là-dessus. Mais l'idée effectivement de basculer, effectivement, d'être intégré à des équipes en ESN, c'est très rare que ça passe. En interne, si tant est qu'il y a un emploi qui soit à moins de 50 km de chez eux. Mais s'il y a des recrutements, c'est souvent pour intégrer des compétences sur s pour s'affranchir de l'intégrateur. Donc à la fin, ces candidatures, elles sont difficiles. Enfin, ces personnes-là ont du mal, effectivement, à se repositionner dessus. Alors, oui, il faut des capteurs, il faut regarder qui autour passe sur S4. Et oui, comme tu le dis, à un moment, il faut quitter le confort, effectivement, de l'entreprise parce qu'elle va avoir son cycle de fin de projet
On va avoir une fin de vie avec un PSE, hein, pour certains départements. Il faudra basculer dessus. Alors la force effectivement de ceux qui sont en PSE, c'est que souvent ils ont des formations. Il y a un budget formation qui est à la clé. Une formation ne sera pas suffisante, même s'ils sont certifiés sur des choses, derrière. C'est un sujet et je pense que je dis pas qu'il y a des gestionnaires de carrière sur un métier qui serait à faire, mais à un moment, il y a une obsolescence programmée des compétences qui est en cours, qui commence, je pense sur 2026-2027 et il faut regarder à quitter l'emploi actuel, et même s'il est confortable pour, monter sur de nouvelles techno, des nouveaux projets et repartir pour 10 ans, quoi. Bah, encore une fois, dans le PSE aussi, la qualité des formations, c'est comme tout. C'est pas forcément des formations top niveau avec une personne qui va se déplacer sur site. Voilà, tu vois, c'est la meilleure des formations, c'est quand même soi-même, c'est de se dire, investissez. Alors, je dis investissez. Encore une fois, le Learning Hub, c'est pas non plus un budget qui est monstrueux. Des accès sur des SAP Tools, vous avez aussi. Et ça, ça montrera aussi votre engagement, votre investissement. Mais le PSE, limite, faut être parti avant le PSE, pas d'être dans Non, le PSE. alors, deux choses. Déjà, souvent, les profils SAP ne sont pas les premiers éligibles au PSE, parce que ça reste des fonctions, des postes critiques. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième, il y a quand même quelque chose qui peut être frais pour ceux qui sont dedans et qui se posent des questions. C'est que quand on est en PSE, on peut aller faire un stage dans une entreprise payé par son employeur historique pour ça. Il y a des dispositifs effectivement qui permettent d'être détaché temporairement pour apprendre le métier, effectivement avec une formation, un volet formation qui est en parallèle, mais ils peuvent redevenir stagiaires pendant 6 mois. Hein. Alors peut-être entre 3 et 6 mois, c'est quelque chose qui est possible. Ça, c'est intéressant parce qu'ils pourraient aller dans l'entreprise d'en face, sans coûter que dalle, effectivement, à l'entreprise qui accueille, ou du moins voir à quoi ça ressemble. Mais comme tu dis, il faut peut-être pas attendre le PSE, c'est pas si simple que ça, parfois ça tombe du jour au lendemain. La formation continue, c'est un vrai sujet, c'est pas simple. Nous, on invite effectivement à nous contacter, à discuter, à voir effectivement quels sont les acteurs qui sont en face. On a des acteurs qui sont ouverts dans une certaine mesure, enfin des clients qui sont ouverts dans une certaine mesure pour me faire monter en compétences dessus. Il faut quand même soit avoir des connaissances fonctionnelles élevées et apporter, je sais pas, sur la partie comptabilité, FI, s'il n'y a pas eu, il n'y a pas de S/4HANA, ça peut encore passer, mais je tiens ce discours aujourd'hui, je ne sais pas si dans 6 mois, 1 an, ça passera encore. Donc il y a un peu le feu effectivement pour aller dessus. Mais il y a des possibilités, il y a encore une fenêtre d'ouverture dessus. Bah, je pense que on en reviendra toujours à la même chose, et tu le sais très bien, c'est ceux qui sont les plus motivés, les plus opportunistes, qui trouveront toujours quelque chose. Donc, toute personne qui est déjà dans son confort, c'est un risque. Donc, et quel que soit le métier, hein, que ce soit SAP ou n'importe quel métier, encore d'autant plus vrai sur des technologies qui évoluent assez rapidement. Alors, peut-être moins quand on est plombier, et encore, de savoir toujours se former, c'est toujours super important. Mais là où tu as parlé, on a toujours le train. C'est-à-dire que le train, il tourne pas en boucle, hein, il va pas se repasser pour dire allez, deuxième opportunité, troisième opportunité. Et là, c'est bon. Tergiverser, c'est une erreur. Donc, tant que vous apprenez, c'est très bien. Mais quand votre courbe d'apprentissage commence déjà à stagner, c'est le moment de poser la question déjà à votre entreprise, à votre personne. Voilà, quelles sont les opportunités? S'il est honnête, il va vous dire il n'y en a pas. S'il est malhonnête, il va essayer de vous conserver parce que vous êtes un bon élément. Ce qui peut être aussi positif parce que tu dis tout compte fait, tout ça, une autre entreprise pourra être nécessairement intéressée. Donc, n'attendez pas encore une fois, vous êtes sur ECC, les projets S4, les prérequis, ça sera encore une fois d'avoir fait du S4. Et ce n'est pas forcément vous qui serez choisi peut-être sur le projet, parce que si vous faites de la TMA, rien ne vous dit que vous serez aussi partie des gens qui seront intégrés à l'équipe projet. Il faut aussi en prendre conscience. Il y aura peut-être un appel d'offres, ce sera peut-être une autre ESN qui va gagner pour l'implémentation. Et l'autre ESN, elle va pas faire appel à vous. Mais ça, c'est ce qui se passe. C'est le classique. On m'a promis il va arriver un projet S4 en interne, on se prépare, on est même parfois formé dessus.
et l'intégrateur est choisi en fonction du contrat qui a été signé, il va faire 80% du taf. Et après, effectivement, il remettra les clés du camion après le go live, quoi. Et puis après, débrouillez-vous tout seul. Et est-ce qu'il va aller mobiliser les équipes de consultants internes qui parfois sont déjà sous l'eau pour faire la maintenance? Ça marche pas. Ça marche pas. Donc même cette promesse d'être en interne, en se disant il y a un projet S4, je vais apprendre. On a peu connaissance, nous, de sociétés. Il y en a quelques-unes qui ont fait des projets S4 quasiment tout seuls pour ça. Une bonne partie se rassure en le confiant à un intégrateur. Donc c'est ça, c'est vraiment un paradoxe qui est en cours. C'est que est-ce que il faudrait pas qu'effectivement des personnes qui sont en interne se disent: «Bah, allez, je fais 3 ans dans le conseil, hein, pour me faire 2-3 projets comme toi, enfin Michael ou d'autres consultants de ton équipe, pour m'entraîner dessus, quitte à retourner en interne plus tard, quoi». Parce que il y a une courbe d'apprentissage qui est pas si facile que ça à acquérir, hein. Après, je peux dire, j'ai jamais été en interne, donc j'ai toujours été voilà, prestataire. C'est aussi un vrai choix. Peut-être que quand je serai presque à l'âge de la retraite, j'irai dans une maison de retraite qui s'appelle le client Voilà. final. On peut rigoler. Moi, je dis, aujourd'hui, tous les postes nous sont confiés depuis 2 ans qui sont en interne, sont plus contraignants que ceux dans le monde du conseil. Les consultants de cabinet conseil sont plutôt chouchoutés aujourd'hui sur le télétravail, sur la mobilité ou autre. Ils veulent les garder, ils font tout pour. En interne, quand il y a des roll-out à faire à droite et à gauche, quand il y a des enjeux d'atelier où il faut descendre dans les usines, les entrepôts ou autres derrière, la barre est plus haute. Les rémunérations sont kiff-kiff. Il y a une différence, c'est que les parties variables, les clients finaux sont plus élevés, parce que certaines, effectivement, peuvent sortir 13-14 mois de salaire avec les bonus, là où les ESN sont plus contraintes, parce qu'effectivement, la marge est limitée derrière. Mais c'est un vrai sujet, ça, effectivement, de passer de l'un à l'autre, pourquoi faire, dans quel contexte, dans quelle région. Après, on rajoute effectivement l'histoire des freelances, qui effectivement sortent effectivement des ESN ou des clients finaux. Et toujours dans notre sondage qu'on a fait ces derniers temps, on a quasiment, quand on réactualise nos bases de données, on n'est pas loin de 1 sur 5, 1 sur 6 qui nous dit: «Je suis freelance, je suis passé freelance». Alors ça, ils le disent pas sur LinkedIn, mais une partie effectivement, est passée freelance. Et après on pose la question à ceux qui sont salariés: «Est-ce que vous voudriez, passer freelance?» Et ben, il y en a encore 1 sur 10 qui nous dit: «Ah moi ça m'intéresse» ou «J'ai prévu de le faire». C'est fait. Donc il y a encore des nouveaux arrivants qui vont arriver, dessus. On n'arrive pas à évaluer le nombre de freelances qu'il y a en France. On n'a pas encore trouvé le bon nombre pour ça. Mais cette proportion arrive sur le marché. Il y a quelques bouchons, effectivement, sur certains profils, effectivement, qui ne trouvent pas de mission. Donc, les freelances vont devenir la plus grosse ESN de France, en fait. Alors, presque Oui, comme pour ça. Ça devient un sujet. Ça désarme, enfin, les effectifs de SN, pour certains, ils perdent des bonnes ressources dessus, qui parfois étaient des ressources clés. Ça, c'est une chose. Après, je recommanderais pas à un freelance qui a pas fait de projet S4, qui est en ESN ou en interne, de se lancer sur le marché aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de client qui donne la chance aux freelances de monter en compétence sur S4, sauf une expertise fonctionnelle un peu particulier, genre COPS sur le truc ou autre, là, pourquoi pas. Sur le reste, il n'y a aucun qui passe. On a essayé. oui, mais après, c'est comme tout. Un client, il va pas te payer ta montée en compétences. C'est-à-dire qu'en plus, il va payer un tarif plus élevé parce que tu es freelance et en plus, ta formation. Non. Après, moi, je dis toujours ça parce que je fais beaucoup de choses et chez un client, je sais que je serai sous contrainte. Et moi, je peux faire de l'avant-vente, je fais encore de la BAP, je touche plusieurs modules. Les clients ont tous mon numéro de téléphone. Ils savent que s'il y a un problème, ils peuvent m'appeler. Que s'il faut aller à Vierzon, je vais à Vierzon. S'il faut aller à Limoges, je vais aller à Limoges. Ça, c'est pas un souci. Que je peux discuter pour faire du IWM, du TM, du SD, du MM et même du FICO. Donc, tu vois, je préfère une chose qu'un freelance. Après, voilà. Pour moi, je pense, encore une fois, comme dans l'intérim, le fait de changer de client, ça permet d'avoir différents contextes, d'avoir une courbe d'apprentissage plus importante. C'est peut-être une image arriérée de ce qu'on a chez un client final, mais je pense qu'aussi, c'est comme de rester trop longtemps dans une même entreprise. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a, quand tu restes plus de 3 ans, ton contrat peut être requalifié. Tu vois, 3 ans, c'est le maximum.
ne peux pas rester 3 ans chez un client. Et je pense que si. TMA, faites du mix. TMA, projet, mais ne restez pas. Voilà, pour moi, la TMA, courbe d'apprentissage aussi, elle est limitée. C'est-à-dire que les tickets, vous n'allez pas avoir des tickets qui vont tout le temps parler d'un problème. Vous n'allez jamais faire une implémentation totale sur TM, une implémentation totale sur IWM. Et ça, on peut l'avoir, sauf, tu l'as dit. Alors après, pareil, dans un client final, petite PME, tu ne vas pas avoir des rollouts tout le temps ou des déploiements sur des filiales tous les ans. C'est ça aussi que tu n'auras pas nécessairement chez un client final que tu as dans une ESN. Après, il faut que l'ESN, elle est sur des projets en province, à l'international. Voilà, et je pense qu'elle a des équipes aussi. Nous, chez KPC, voilà, moi, c'est vrai que tous les projets passent par moi. Et voilà, donc après, tous les consultants, tu l'as dit, personne, il faut pas. Il y a les déplacements. Des fois, après 18 heures, ou des fois, tu réponds des mails à 22 heures. Je suis peut-être un petit peu taré, mais c'est un service client. Donc, tu l'as dit, on est quand même bien payé dans notre domaine. Donc, à un moment, c'est de se dire, vous ne savez pas faire du 9h, 18h. Ça, vous faites de la. Après, oui, il y en a certains qui sont très bien payés pour faire ça. Hein. Mais pareil, si c'est des compétences clés. Sur l'expertise, ça se fait en observant quelle personnalité recrute nos clients depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui se dégage et qui est à mettre en avant, c'est une forme d'implication. Ça ne veut pas dire des horaires à rallonge, je ne sais pas faire 90 heures par semaine, de placement compris, mais d'engagement. À contrario d'une certaine passivité, où on va récupérer l'information, on va faire des propositions derrière et ainsi de suite. Et on est dans un contexte business globalement qui est sous pression partout. Là-dessus, on a des clients qui sont plutôt, des entreprises qui sont plutôt stressées, et c'est normal hein, pour qu'elles le soient. Et le consultant, il est là pour décharger effectivement une partie de ce stress, et donc de prendre le problème à bras le corps et de se dire bon, je vais m'en occuper. Il y a ça, ça et ça. On va regarder. On va être comme tu dis à 90 pour très transparent. Il y aura des plus, des moins, des effets de bord qui vont arriver. Et ça, cela passe. Et cela, ils passent bien. Ils sont retenus pour ça. Ça veut dire ça peut se faire en remote, ça peut se faire effectivement en face à face, mais il y a une sorte vraiment d'engagement de sa personne, beaucoup plus pas combative, mais de pas avoir froid aux yeux, d'aller sur des sujets un petit peu annexes. Bon, c'est partie du truc, c'est pas grave. Ça représente 20% du sujet. Je vais pas freiner des cas de fer en disant ah non mais moi je suis pas expert là-dessus, j'y vais pas, zéro risque pour ça. Et il y a une sorte de prime au risque qui est là-dessus. Des consultants qui se disent bon allez je participe à des avant-ventes, oui il y a un enjeu commercial, c'est vrai, mais je suis le plus légitime pour dire ce qu'on peut faire, pas faire avec les préconisations ou les cahiers des charges qui en amont. Le commercial il fera son boulot pour les portes, il fait après pour closer et ainsi de suite et négocier. Mais à un moment les consultants ou les managers effectivement ça ils savent le faire. Mais ceux-là effectivement ils sont recrutés. C'est une vraie compétence qui est à acquérir, qui est une compétence commerciale, à proprement parler, ou d'avant-vente là-dessus. Et c'est la même chose sur les TMA ou autres. Moi, je mets ça effectivement entre ceux qui sont attentistes, passifs, et d'autres qui effectivement plutôt en étant proactifs. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui passent, c'est ceux-là qui sont retenus. Donc j'incite effectivement à ceux à se dire, je me prépare à aller recruter mon futur employeur, à aller non pas me survendre, mais essayer de comprendre ce qui se passe, transformer presque une session de recrutement en atelier de travail. C'est-à-dire faire expliciter, mais qu'est-ce qui se passe chez vous, pourquoi ça marche pas. Et en général, nos clients, ils se livrent aux candidats, enfin aux freelances. Ils disent voilà ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ils veulent être rassurés. Et quand ça fit bien en général. Donc, ça, c'est vrai. Après, on l'a évoqué aussi en préambule. Deux options. On a aussi deux autres points qui sont importants. Hein. C'est autant les experts se forment, et aujourd'hui, on a un reflux d'experts freelance. Et deux, un marché qui est complètement fermé pour les gens qui cherchent, parce que là, on a parlé tout à l'heure PSE, mais type PSE, des fois, tu cherches un POIE pour te dire, je veux me former. Sauf que de notre côté, moi, là, j'ai des gens dans l'assaut, ça fait plus de 4 mois qu'ils ne trouvent aucune entreprise pour faire leur POIE. Zéro. Donc, il y a quand même aujourd'hui un état du marché qui est quand même assez compliqué, parce que
moi, j'ai jamais eu de reflux d'experts. C'est la première fois que ça. Et deux, on arrivait toujours à trouver une alternance. Mais là, c'est vraiment bloqué pour l'alternance. Et des experts qui se retrouvent sur le marché. Or, à l'avant, on n'en avait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient tout le temps, ils avaient une visibilité, non pas alors à 6 mois au moins, et jamais on était en train de se faire harceler pour dire ah, regardez, j'ai un super expert disponible le mois suivant. Là, on se croirait sur le marché, allez, au gros. Voilà, en plus, c'est pas un, hein, c'est plusieurs. On t'envoie une liste de 5 experts disponibles. Oui, il y a un freelance sur 4 qu'on contacte qui est dispo à ZAP aujourd'hui. Pour ça. C'est un ratio qui a augmenté depuis juin-juillet là, et qui n'ont pas été staffés pour septembre. Donc oui, il y a la compétition entre freelance. Les intermédiaires prennent de la place de plus en plus, les problématiques de référencement aussi. L'ajournement de certains projets, et on le disait en préambule, effectivement, ces avant-ventes qui ne transforment pas tout de suite en projet, donc la visibilité qu'il peut y avoir derrière. Il y aura sûrement un effet de montée et de descente qui va se faire, mais oui, en volume, clairement, il y a moins. Il y a moins là-dessus. Maintenant, il y a encore, c'est ça le truc, il y a encore en province, il y a encore effectivement des contraintes de déplacement. Ça, c'est un sujet. Il y a le contrainte effectivement du TGM qui effectivement peut être bloquant pour certains, mais c'est pas toujours le premier critère qui est mis en amont. C'est pas toujours le premier critère d'achoppement pour que ça transforme pas. Mais oui, je confirme effectivement des POI potentiel est plus faible. Des postes dans le conseil, il y en a toujours autant. Les ESN recrutent. Globalement, elles ont besoin de ressources. Moi, j'ai pas beaucoup de visibilité sur les juniors, c'est pas notre cible, donc je pourrais pas dire s'il y en a moins ou plus qu'avant. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait nouveau. Par contre, quand on réactualise nos bases de données, on voit des personnes qui ont un an, 2 ans, 3 ans qui réactualisent leur profil LinkedIn et qui rentrent sur le marché, et qui sont rentrés. Mais dans les proportions qui sont, c'est pas zéro. Hein. Il y a quand même la machine à fabriquer des consultants SAP par les grosses ESN ou les sociétés intermédiaires, elle est encore là pour ça. Le marché mute. On l'a constaté. Il y a une capacité d'adaptation qui est importante, de réactivité, de prendre quelque chose qui est peut-être pas terrible en attendant de mieux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour continuer à bosser. Est-ce que 2026 sera une meilleure année? Il y aura des effets de vague, je pense. Après, on a toujours dit, après, c'est une question de cible. Quand tu es junior, débutant, intermédiaire, la TMA, c'est l'idéal parce que ça te permet de commencer, de monter. Après, si tu te rends visible, de passer sur du projet. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un marché entre deux. On l'a connu. Hein, de toute façon, c'est toujours un peu cyclique. Et donc, il y a de se dire, on l'a évoqué, est-ce que c'est dans un marché intermédiaire? Est-ce que c'est toujours l'opportunité de partir? Tu dis, ah ouais, mais bon, si je pars, il y a la période d'essai. Donc, s'il y a la période d'essai que derrière, il n'y a pas forcément d'opportunité, j'aurais fait le mauvais choix. On ne part pas forcément de son job toujours dans la période la plus propice, parce que dans ce cas-là, tout le monde le fait. Les opportunités, elles sont là aussi pour des personnes. Les ESN cherchent tout le temps les profils, les bons. Elles cherchent toujours. Nous, moi, je sais qu'on a toujours 4 postes qui sont ouverts, qui ne sont pas pourvus. Donc, moi, je sais, voilà, j'attends toujours mon backup. Je ne l'ai toujours pas. Hein, donc, voilà. Voilà, ça fait 6 ans qu'on cherche mon backup, donc ça fait 6 ans qu'on ne trouve pas. Donc, non, nous, en tant que spécialistes effectivement sur ce marché, on voit ceux qui se disent bon, je suis bien où je suis, mais pourquoi pas j'irai étudier d'autres opportunités qu'il y a à ce moment-là. Ces moments où on n'est pas en recherche active, certes, on n'est pas les plus convaincants en entretien, mais nous, on présente que la personne est à l'écoute pas plus que ça, à l'écoute du marché, s'est dit pourquoi pas, fait que on n'est pas sous pression de trouver un emploi. Donc ça, la pression parfois est négative pour réussir à transformer les entretiens parce qu'on veut absolument le poste. Peut-être 1 fois par an, 2 fois par an, écouter, soit il y a des offres d'emploi qui sont là et postuler, soit écouter des chasseurs par rapport à ce qu'ils ont à leur proposer et commencer les processus. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir derrière pour ça, mais au moins sonder le marché et pas passer à côté de certaines opportunités là-dessus. Parce que les belles opportunités, il y en a. Hein.
Il y en a soit dans le conseil, effectivement, par rapport à ce qu'ils peuvent proposer, et notamment toute le mouvement vers le cloud qui est en cours, mais on est au début de l'histoire par rapport à ça. Il faut monter en compétence, il faut transformer des projets, il faut convaincre les clients. Après, la vague, elle va grossir, et puis l'éditeur fera ce qu'il faut pour justement transformer 80% du parc derrière. Donc il y a une belle vague qui est à prendre. Il ne s'agit pas de faire faire 5 processus en parallèle pour faire monter les enchères ou autre derrière. Ça, moi, je recommande pas, ça foire. Et puis, on voit arriver le candidat dessus. On peut offrir effectivement des gaps de rémunération à la haute, dans certaines mesures, mais il y a autre chose à gagner. Mettons qu'il y a un poste avec plus 5 KE dessus, ce qui parfois est pas mal, mais que derrière, on a 18-24 mois de projet sur du cloud, c'est un super capital acquis pour les 5 à 10 prochaines années. Hein. Par contre, il faut aller les chercher. Enfin, il faut y aller. Sur le marché SAP, on entend actuellement sur la PEC ou autre, oui, beaucoup de périodes d'essai n'achoppent pas pour ça. Ils risquent de rater. Nous, en tant que recruteurs, on en parle. Le nombre de périodes d'essai qu'il y a dessus. Sur le marché SAP, il reste toujours très faible. La moyenne, c'est 6%. Alors qu'elle est à 18 sur les cadres en général, parce que souvent les recrutements sont plutôt bien faits, les entreprises savent recruter, et donc le risque de rater la période d'essai est relativement faible. C'est rare qu'il y ait plus de 10% là-dessus. En interne, c'est quasi proche de zéro. Dans le monde du conseil, le risque est relatif. Quoi. Enfin, pour moi, cet argument-là, c'est pas le premier à mettre en avant. Quoi. Non. Il faut pas. Après, je pense que, encore une fois, le message à travers ce talk show, c'est de se dire que vous avez la chance d'être quand même dans un environnement où l'opportunité peut. Alors, au-delà de vous faire gagner de l'argent, le risque est quand même minoré. C'est-à-dire que 10%, c'est vraiment c'est un maximum. Si vous êtes, après, encore une fois, compétent, ça ne sera pas votre compétence qui sera peut-être remise en jeu, c'est peut-être une relationnelle avec un manager. Donc, si vous ne partez pas par la peur de dire je ne vais pas passer la période d'essai, c'est la mauvaise décision. Je pense qu'honnêtement, mais je pense qu'on a vraiment un noyau dur de personnes qui sont hyper mobiles, qui n'ont absolument pas peur de cette mobilité, de cette flexibilité-là, qui pour moi est quand même en France faible par rapport à d'autres pays où les anglo-saxons, ça se poserait même pas la question. C'est de te dire, voilà, quand tu peux démissionner super facilement, tu peux être licencié super facilement, bah, la question ne se pose pas. Tu sais que ton emploi, même si tu es en CDI, bah, pour moi, ce n'est pas une garantie. Ça ne devrait jamais être une garantie de se dire, ah, bah, j'ai un emploi qui est garanti. Non, on peut licencier une personne qui est pour plein de raisons. Donc, moi, je pars toujours du principe que moi, je préfère être dans l'anticipation. L'anticipation, c'est vous qui la jugez. On reste quand même très individualiste. Hein. Le conseil, c'est vous êtes un consultant. Alors, les discours corporate, one team, one goal, bah, oui, ça tient jusqu'à ce que quand l'entreprise ne va pas bien ou on fait comprendre que vous êtes face à un manager qui est toxique. Pas par la case prud'homme, partez. Chaque fois, c'est de dire oui, mais c'est toujours la même chose. C'est pourquoi c'est pas le manager toxique qui est sanctionné? Vous ne posez pas cette question-là. Vous êtes le capitaine de votre propre bateau, que ce soit freelance ou en ESN. Hein. C'est vous, c'est votre courbe de croissance, c'est votre capacité à se dire demain, voilà, alors pas être un avion de chasse, parce que tout le monde ne va pas être forcément un super consultant, un crack, où tout le monde se dit, ah bah c'est génial, j'ai un problème, je l'appelle. C'est pas ce qu'on vous demande. Déjà, on vous demande de faire correctement votre travail, de ce que le client soit satisfait. Et si le client est satisfait, votre SN sera satisfaite et vous aurez votre augmentation à la fin de l'année. Formez-vous déjà à chaque fois, c'est ça, je le dis à chaque fois. Moi, je passe aussi 1 heure par jour, 2 heures par jour à me former. Je considère que c'est essentiel, comme ça, demain, sans avoir besoin d'une IA, je suis capable d'aller face à un client et de me dire, ok, Mickaël, ce qui me parle, bah, c'est pas du pipeau, voilà, c'est pas un commercial. Ça,
Le sujet d'avoir du management ou micromanagement qui a été mis en place post-Covid, ce sont des éléments pour que les personnes quittent leur poste. Ça, on le sait, là-dessus par rapport à ça. Après, parfois, elles sont retenues par des participations, des intéressements, des dividendes sous forme d'actions ou des PEI, des PERCO qui bloquent les personnes pendant 5 ans parce que sinon elles sont fiscalisées si elles partent avant ou elles les perdent ou autres derrière. On le sait, moi, c'est mon quotidien d'échanger sur des entreprises notamment qui sont très rentables pour ça. Qu'est-ce qu'elles y gagnent à court terme? Qu'est-ce qu'elles gagnent à long terme? Souvent, ces entreprises qui sont des grands groupes du CAC 40 ou autres, avec une forte rentabilité et puis qui chouchoutent bien leurs collaborateurs en termes de revenus, n'ont pas les projets S4HANA les plus intéressants. Parce qu'effectivement, on va revenir à est-ce qu'il y a un Big Four dans l'histoire? Est-ce qu'il y a effectivement il y a un gros intégrateur? Et il y a des mouvements aujourd'hui d'arbitrage, on le voit effectivement certains actes. L'automotive est chahutée, le luxe aussi est chahuté pour d'autres raisons. Et on a des échos de départements SI ou SAP dont une partie va être relocalisée. Il n'y a pas photo. S'ils veulent vendre une filiale ou autre, ils vont habiller la mariée et ils vont faire des carve-out, effectivement, et il faut préparer ça. Donc c'est mieux que ce soit un gros TMiste en Inde, effectivement, qui s'en occupe, plutôt qu'une équipe avec 30 personnes en France, où ça sera compliqué, effectivement, d'un point de vue social, lors de la session. Ces entreprises-là, il faut regarder effectivement quelles sont leurs courbes, leurs cotations boursières, où est-ce qu'ils vont aller ou autres. Parce que c'est pas gagné. On sait qu'il y a des projets S4 qui arrivent, donc certains sont de plusieurs centaines de millions qui sont dedans, mais que ceux qui sont en interne, ils vont se retrouver côté AMOA ou côté effectivement pilotage, cadrage. Or, le savoir-faire, il est dans l'analyse des besoins, la rédaction des cahiers des charges et le paramétrage derrière pour ça. Donc certains, j'invite effectivement à regarder leur entreprise et de se dire mais quelle est sa trajectoire par rapport à l'ERP, quelle est sa trajectoire par rapport à SAP. Écoutez les bruits de couloir, écoutez effectivement la chaîne à café, dans les repas, à la cantine, échanger avec les directeurs ou autres pour savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas bon moment pour ça. Il vaut mieux à la rigueur être chez un tel, passer chez l'intégrateur qui va s'en occuper pendant 3 ans parfois et faire le projet pour son ancien employeur. Pour ça. Là, il y aura une super coupe d'apprentissage. Ils vous connaîtront en plus, ils seront rassurés, mais au moins vous aurez les mains dans le moteur. Après, que ce soit chez un intégrateur, chez un client final, le mot de la fin sera toujours saisissez toute opportunité pour vous. C'est-à-dire que de toute façon, on passe suffisamment de temps au travail pour que ça soit nécessairement épanouissant. Si ça ne l'est pas, faut que vous ayez juste un salaire qui permette de compenser le non-épanouissement personnel. Voilà. Donc, ça a ses limites. Mieux. Ça a ses limites. Dans les questions qui sont posées, on a Adama Ouata qui nous dit j'ai bien envie de passer avec commercial et d'aller vendre du S4HANA. Il faut le proposer. Il faut le proposer à son employeur, il faut le proposer effectivement, tendre des perches. En général, des consultants qui disent j'ai envie de me frotter un peu à des avant-ventes ou à du commercial, ils vont pas dire non. C'est plutôt en général plutôt bien fait. Après, ça s'apprend. Il y a un apprentissage. Les managers, les associés savent le faire. Une sorte de tutorat, de mentorat dessus. Faut pas faire n'importe quoi. Faut s'entraîner pour ça. Mais oui, il faut tenter faut tenter sa chance. Ouais. Faut proposer. Hein. Après, c'est selon les tailles. Typiquement, chez KPC, on n'a pas, on va dire, on a Nathalie qui est notre sales. Mais après, sur les pre-sales et les vraies avant-ventes, c'est plutôt des consultants qui ont de la bouteille. Quand il y a de la bouteille, le bon commercial reste celui qui connaît bien le produit. C'est surtout ça. Donc, si tu as envie de passer commercial, connais bien ton produit, de sorte que ton client, il se dise, OK, alors après, il y a des super bons qui sont capables de vendre du sable dans le Sahara, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, soit tu as cette fibre-là commerciale, mais on ne vend pas un aspirateur comme on vend du SAP. Non. Donc, maintenant, on a quand même des publics qui sont de plus en plus érudits sur la solution. Et encore plus vrai sur de la PME. Hein. Encore une fois, on ne vend pas une même solution à une PME parce que des fois, vous allez directement avoir le chef d'entreprise. C'est directement le DG de la PME. Vous n'allez pas avoir, des fois, dans les grands groupes, vous allez avoir le DSI ou des différentes strates. Donc, pareil, le public n'est pas forcément le même. Donc, le DSI ne risque pas sa boîte. Le chef d'entreprise, il risque sa boîte, lui. Donc, c'est son argent.
Non, mais faire la petite souris, être en shadow, être en binôme dessus, c'est déjà un bon début pour effectivement pour regarder comment ça se passe et observer ou avoir des même si personne ne peut pas participer, aller aux soutenances, au moins avoir les feedbacks. C'est toujours intéressant de voir pour ça et puis progressivement, s'approprier cette démarche commerciale, derrière. Elle ne peut que servir. De toute manière, dans un monde où il y a moins de qui est plus contraint, en termes de business, cette fibre-là, cette compétence-là, il faut la développer, il faut s'entraîner et puis ça permet effectivement pour ça. Après il y a moi dans la TMA, j'ai appris énormément de choses, puis j'étais en projet, j'ai appris de nouvelles choses et différentes. La TMA, c'est super chouette, il y a plein de mini projets, il y a plein de tickets différents ou autres. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus accessible pour voir de multi-clients, S4 et s'entraîner, dessus. Les ESN qui sont de taille intermédiaire, je parle pas des grosses, qui sont capables effectivement sur un même pôle de traiter plusieurs clients différemment plutôt qu'un gros qui a une grosse TMA mono-client pendant 3 ans, sont les plus adaptés pour ça. C'est ceux-là qu'il faut aller voir ou vous pouvez nous appeler pour en discuter. On en connaît, et on recommandera celles qu'effectivement où sur la même année, vous pouvez traiter, 3-4 clients différents, quoi. Parce qu'il y a les gros, ça c'est vrai, mais si pour vous retrouver sur le même compte pendant 3 ans, bah, franchement c'est bof, hein. Bah, c'est mieux que rien, mais c'est bof. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres toc, on va regarder toc, rapidement. Voilà. Après, au-delà de l'IA, les challenges sont vraiment techniques, mais les points d'intégration, oui, mais ça a toujours été. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas d'interface avec un MES, un portail type Amazon ou un portail. Maintenant, on va avoir aussi toute la partie qui va arriver, la dématérialisation de la facturation. Donc ça aussi, c'est des sujets qui vont être là. Les intégrations avec soit Esker, du SIM, du ITsoft, donc l'intégration. Donc oui, savoir maîtriser Integration Suite ou la BTP, encore une fois, ça va revenir sur la BTP. On va avoir après les outils de RPA. Donc voilà. Après, on a aussi des profils qui sont spécialisés sur voilà, la BTP, sur Integration Suite. Donc voilà, il y a ou AIF. Voilà, moi, je connais un consultant qui est à la fois qui est super bon sur AIF et qui est, euh, qui est aussi technique et qui connaît le fonctionnel. Donc voilà, il est en freelance et il a pareil du travail, mais il refuse même des clients. Ça aussi. Non, ce sujet de l'expertise sur une solution, logiciel qui a été acheté, par SAP récemment ou qui, fait partie de l'écosystème, derrière, les Readsoft, toutes ces solutions effectivement qui cohabitent tout autour. C'est vrai que c'est un vrai plus pour les avoir. Donc non, il y a, avoir une casquette, d'autant plus qu'aujourd'hui, la dématérialisation, c'est un vrai sujet. La facturation électronique, c'est un vrai sujet qui est en cours pour tout le monde. Je pense que ça va être pas tout de suite effectivement de faire basculer toutes les entreprises sur les opérateurs, qui sont en train effectivement de se mettre en place. Il y aura des impacts qui seront pas négligeables pour certains métiers derrière. Non, je pense qu'effectivement, il y a avoir une carte d'une solution logicielle à côté, ça peut être un plan B ou un plan A, et de la vendre pendant au moins 3-4 ans par la suite. Ceux-là sont tranquilles. Mais comme tu dis, déjà, les nouvelles solutions qui arrivent sur SAP, faut déjà se les approprier, hein, et avoir un premier projet transformé dessus. Hein. Donc, on a dit, si vous avez besoin, tout ce qui est la partie RH, vous avez Alexandre. Je pense que il peut regarder votre CV, il est en lien direct avec les entreprises. Donc voilà, on a chacun notre rôle. On a la partie RH par Alexandre. Le reste, c'est chez moi. Donc, posez des questions. Si vous êtes actif sur LinkedIn, ça sert aussi à ça. Alors, je ne dis pas, et je pense que si Alexandre, voilà, c'est pas notre métier hein, de faire de l'influence. On a ça, donc on apporte notre expertise, notre connaissance. On ne détient pas la vérité. Posez-nous toujours les questions, hein, et même sur cette vidéo-là. Donc d'autres personnes les verront. Donc voilà, que vous soyez expert ou débutant. Alors, sauf si vous voulez changer d'entreprise, mettez plutôt en privé dans ce cas-là. On vous donnera des conseils. Après, c'est vous qui faites. Aujourd'hui, on a des pré-prompts assez efficaces pour calculer l'obsolescence programmée de vos compétences par rapport à votre CV. Ça donne des scores. Ça marche très très bien sur les profils techniques parce qu'il y a un radar d'obsolescence lié aux versions qui existent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est efficace. Les résultats sont
marche plutôt bien sur la partie FICO, SDMM ou autre, mais ça demande d'analyser là-dessus. Ça donne déjà une idée. Donc vous pouvez effectivement me l'envoyer. On les passera effectivement dans la machine. Ça vous donnera effectivement un score. Et puis après, ça fait des roadmaps d'upskilling derrière sur quoi il faut monter en compétences. Ça vaut ce que ça vaut. C'est toujours efficace à 80%. Il y aura toujours des trucs qui sont à côté où la machine effectivement s'est plantée. Mais ça donne déjà une idée de vers quoi là-dessus. Sachant que nous, on rajoute, on récupère toutes les offres d'emploi tout le temps sur SAP. On s'en sert comme analyse de marché pour voir les tendances, les mots-clés qui ressortent, les types de postes, les mobilités, qui recrute plus, ou autres derrière. Parce que dedans, dans ces postes, ça illustre, ça reflète la stratégie d'entreprise, notamment les clients finaux, qui sont des bons indicateurs derrière. Est-ce qu'il faut S4, est-ce qu'il faut CC, est-ce qu'il faut du... là, on a des postes qui sont franchement à des niveaux de qualification vraiment élevés, en se disant, il y a un projet S4 qui est en cours, la personne qui arrive, elle arrive avant le projet, et elle va aller driver effectivement l'intégrateur derrière. Mais les entreprises veulent déjà des retours d'expérience dessus. Des personnes qui ont déjà réussi, qui sont plantées ou qui ont corrigé les choses pour ça. Et ces postes-là, vous les voir, il y en a de plus en plus. Par contre, la barre est haute, c'est 10-15 ans d'expérience minimum. Donc là, effectivement, c'est pas la même histoire derrière. Les rémunérations, elles sont en adéquation. Franchement, il y a des opportunités pour des managers qui sont dans le cabinet conseil d'aller prendre ce type de poste de responsable de projet ou directeur de projet en interne. Voilà, c'est pour faire la publicité et qu'ils aillent nous contacter parce que là, il y a des beaux postes qui sont à prendre. Ouais. Et une partie des postes est en train de disparaître du web, soit captés par nous, des chasseurs de tête, pour des raisons de confidentialité, soit parce que les recrutements se font hors marché caché, quoi. Et ça, faut pas regarder que les courbes en disant il y a moins de postes qu'avant. Non, il y a des postes, mais ils sont moins visibles. Ils sont pas visibles d'où. Pour ceux qui sont sur Lyon, pareil, bonne technique, d'aller sur place. Vous avez toutes les ESN. Donc, vous allez avoir tous les DG de toutes les ESN. Voilà, aller sur les différents stands, discuter, et voilà, en off. Voilà. Oui, ouais. Oui, je sais, Michael, ça marche. Ça fonctionne bien en plus pour ça. Les personnes ont besoin de se voir, de voir qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, de se projeter. Est-ce qu'on peut envoyer tel type de personnalité sur tel type de projet, tel type de compétences derrière. C'est pas l'opportunité qui manque. Après, il ne faut pas se contenter de rester derrière un écran et de postuler et d'attendre. Ça marche pas bien, ça. C'est une histoire effectivement à la fois de compétences, d'expérience et une bonne partie de feeling, ça passe ou ça passe pas. Et puis moi, je redis toujours, si ça passe pas, insistez pas. C'est pas la peine même si la boîte elle est extraordinaire sur le papier, si votre futur N+1 ou N+2, vous le sentez pas, elle pas bosser avec 45 heures par semaine, quoi. Ouais. Non, mais voilà, le relationnel, c'est super important. Je sais que voilà, sur l'USF, je rencontre d'autres et qui me disent toujours quand est-ce que tu nous rejoins. Voilà, c'est toujours un petit mot sympa. Mais voilà, on passe énormément de temps au travail et c'est hyper important de vous sentir à l'aise. Alors, mais il n'y aura jamais de problème avec le salaire. Ceux qui ont des compétences, on est prêt à les payer et les clients acceptent un TJM en adéquation avec ça. Donc, le salaire, c'est jamais un problème. Bon, je n'ai pas d'autres questions. Enfin, du moins, moi, ce que je vois sur mon écran, quoi. Non, c'est bon aussi. Et on a consommé et un petit peu plus. Faut que je pense à replanifier quelques dates pour octobre, novembre et décembre. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, soit dans le flow, soit directement message privé à moi et Alexandre. Et si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez qu'on évoque la prochaine fois, n'hésitez pas. On est là pour ouvrir les champs des possibles. Voilà. Et on fera aussi un retour sur l'ESF et on vous donnera la grande tendance de l'USF. Ouais. Bon, merci bien. À bientôt à tous. Yes, à très bientôt.